bonjour à tous. Le mariage pour tous a été pour lui un baptême en fait, ou plutôt la manif pour tous. Il rêvait qu'on le voit différemment, il rêvait qu'on arrête de l'enfermer dans cette image de plume, il rêvait de devenir un acteur à part entière de la politique. Eh bien c'est réussi, il était déjà député des Yvelines, député UMP. Depuis ce combat, il est devenu un acteur à part entière, il s'est affranchi, il s'est autonomisé. Il reste aussi l'un des vrais proches de Nicolas Sarkozy, j'insiste parce que beaucoup s'en réclament mais peu le sont. Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Alors, pour parler de Nicolas Sarkozy, justement, quand vous le voyez à Londres, avec le filloniste François Baroin, quelques jours avant une émission de François Fillon, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites, il revient, comme le fait l'Express cette semaine? Non, pour l'instant, il ne revient pas. Pour l'instant, il vit sa nouvelle vie. Et puis, nous verrons le moment venu, en fonction des circonstances. Vous savez, un ancien président de la République, ça revient quand il est porté par la force de l'évidence. Donc nous verrons si à un moment le pays a besoin de lui, le pays l'appelle, et à ce moment-là, Nicolas Sarkozy reviendra. Je crois il l'avait d'ailleurs bien dit le 6 mai au soir, et je crois que c'est vraiment son état d'esprit. Nicolas Sarkozy ne veut pas refaire de la politique au sens habituel du terme, au sens traditionnel du terme. Il a été président de tous les Français, il a joué un rôle, on peut dire historique, dans une crise sans précédent. Il connaît la force des images, il connaît tous les symboles, et est-ce que c'est pas faire de la politique que d'emmener avec lui François Baroin comme ça? Non, mais c'est pas de la... Il l'a amené par amitié. Il a amené par amitié. Honnêtement, je ne crois pas que cela soit susceptible de changer quoi que ce soit à la situation de la France et à d'éventuelles perspectives électorales pour les présidentielles à venir. Non, il se tient pour l'instant, fort heureusement, au-dessus de toutes les vicissitudes de la vie politique, de la vie partisane. Et les vicissitudes de l'UMP. Et elles sont nombreuses. Et je crois qu'il est bien que nous ayons un ancien président quelque part. Qui puisse peut-être un jour, si les circonstances l'exigeaient, qui puisse peut-être un jour incarner un recours, mais pour ça, il faut rester bien au-dessus de la mêlée. Comment vous expliquez ce désarroi, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de l'UMP depuis un an? Oh, vous vous souvenez du désarroi du Parti Socialiste après les élections de 2007? Oh, les déchirements, je me souviens, Madame Aubry, Madame Royal, les accusations de tricherie, les divisions, cette opposition qui n'arrivait pas à s'opposer de façon crédible. C'était les journalistes qui s'opposaient à la place de l'opposition. Voilà. Je crois que c'est toujours le cas quand on entre dans une période d'opposition. Trouver ses marques. Deuxièmement, l'UMP est un rassemblement de familles politiques très différentes et ont des traditions, des histoires diverses. Et au fond, ce rassemblement ne peut vraiment fonctionner, ne trouve sa pleine raison d'être et sa pleine efficacité que lorsque un chef apparaît. Lui aussi imposé par l'évidence, et qu'il a l'intelligence et l'énergie de construire sa propre synthèse et d'entraîner tout le monde derrière lui, même si tout le monde ne se reconnaît pas à 100% dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait, mais se reconnaît assez pour le suivre. Voilà. Il y a beaucoup de... Il a laissé la vérité est que Nicolas Sarkozy a laissé un très grand vide en partant. L'UMP est une famille récente, et au fond, elle n'a vraiment marché qu'avec lui. Quelle lecture vous faites, vous, de la multiplication des affaires? Est-ce que c'est quoi votre analyse de tout ça? Vous avez l'impression qu'on en veut à Nicolas Sarkozy? Claude Guéant semble la prochaine cible dans l'affaire Tapie? Je pense que dans beaucoup de cas, Nicolas Sarkozy est une cible. Mais je pense surtout que tout ça contribue à abîmer la République. Voilà. Je ne dis pas que les juges doivent pas faire, la justice ne doit pas faire son travail, mais il y a une guerre de pouvoir entre la justice et le politique. Je pense qu'il faut le faire bien. Il y a des guerres politiques, il y a des guerres de pouvoir. Elles ne sont pas bonnes pour la République. Il ne faudrait pas qu'au bout du compte, on ne réussisse qu'à une chose, c'est à détruire l'État et à détruire la politique. C'est quelque chose que chaque acteur de toutes ces affaires doit penser, auquel il faut réfléchir. Les malversations, les irrégularités, elles doivent être poursuivies et condamnées, mais je crois qu'il faut éviter
éviter l'amalgame, l'instrumentalisation aussi du judiciaire pour des fins politiques et éviter la judiciarisation du pouvoir, de la vie politique, de la vie publique. Parce qu'on ne règle pas les problèmes politiques par la justice, on règle les problèmes judiciaires par la justice et les problèmes politiques par la politique. Et quand Bernard Tapie reconnaît qu'il y a pu y avoir une réunion à l'Élysée dans le bureau de Cogléan avec Bernard Tapie, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous aussi vous l'avez rencontré par exemple? Mais dans ma vie j'ai rencontré Bernard Tapie. Alors moi je ne sais pas si cette réunion a eu lieu puisque je n'y participais pas, je n'ai pas participé à aucune réunion de travail sur ces dossiers, donc j'en parle d'autant plus à l'aise que ce qui s'est passé ne me concerne pas, mais néanmoins je n'arrive pas à me faire à l'idée que j'aurais pu travailler avec des escrocs organisés en bande. Voilà, c'est la qualification qui est un peu choquante. Cette qualification est choquante et là encore elle pose un problème parce qu'elle laisse penser qu'effectivement on peut voir l'État, le gouvernement de la France dirigé par des escrocs en bande organisée. C'est quelque chose qui affaiblit considérablement l'État et la République. Peut-être aurait-on pu trouver une autre qualification. C'est la responsabilité des juges, mais tout le monde a une responsabilité dans ces affaires. En tout cas, sur cette histoire, il faudra faire très attention de séparer la question de l'opportunité des choix, de l'opportunité politique des choix, qui doivent être assumés en tant que tels. Voilà. Face au peuple, devant le peuple français. Et puis, les questions qui relèvent du droit, de la régularité ou du délit. Mais il faut bien séparer les deux. Il ne faut pas que la justice devienne juge de l'opportunité des décisions politiques. Sinon il n'y aura plus de politique du tout. On va finir par une question sur vous, Monsieur Guénaud. Chaque été, normalement, vous écrivez un livre. Alors, cette année, vous avez un projet de cet ordre? Oui, en fait, j'ai deux projets. Un qui est ancien, qui est un tout petit livre qui va s'appeler Discours imaginaire du transfert des cendres de Camus au Panthéon. Discours que j'aurais aimé faire si on avait transféré Camus au Panthéon, mais que je n'ai pas fait puisque finalement on n'a pas opéré ce transfert. Finalement. Comme si vous... Non, mais l'écriture fait aussi partie de ma vie, même si j'écris douloureusement. Et puis après, ça, je vais le faire cet été, un livre sur la crise, voilà, sur l'effondrement auquel nous sommes confrontés. Revenir par les mots, parce que être acteur politique, finalement, c'est... Non, parce que c'est d'abord les mots permettent de préciser la pensée, dans un monde où la pensée devient totalement déliquescente par la force de l'actualité, par le rythme, l'information continue, etc. Et puis... parce que écrire permet non seulement de se préciser sa propre pensée, mais aussi de la faire partager. Voilà. Et on ne fait pas de la politique avec soi-même, mais avec les autres. Donc il faut partager. Merci beaucoup, M. Guénaud. Merci.